atelier. Je m'appelle Céline et je suis la créatrice de modèles de tricot pour la marque Mademoiselle Pétronille. Je suis ravie de vous retrouver pour la 10e édition de mes vidéos dédiées au tricot. Et je tiens d'ailleurs à vous remercier très chaleureusement pour l'accueil que vous avez fait à mon dernier épisode, celui du mois de juillet, puisqu'il avait un format un peu différent de ce que je propose d'habitude. Voilà, j'ai décidé pendant cette période estivale de vous faire des podcasts créatifs un peu plus classiques que les vlogs que je propose d'habitude, qui sont plutôt des vlogs qui visent à montrer un petit peu le quotidien de mon activité professionnelle. Pour ne rien changer, cette fois-ci, comme nous sommes au mois d'août et que c'est toujours la période estivale, je souhaite cette fois-ci vous faire un autre épisode sous le même format, c'est-à-dire celui d'un podcast créatif. Avant de commencer, je tiens à préciser que vous pouvez retrouver toutes les notes d'information me concernant, c'est-à-dire les liens vers mon site internet, vers mes boutiques et également vers les réseaux sociaux dans la barre d'information sous la vidéo. Vous pourrez également y trouver toutes les notes de cette vidéo, c'est-à-dire ce qui correspond au patron que je vais évoquer, aux laines que je vais également des laines dont je vais parler également dans cet épisode. Voilà, donc je crois qu'on est prêt pour commencer et dans l'ordre habituel des podcasts, je commence par les ouvrages terminés. Alors, tout d'abord, le premier ouvrage dont je souhaite vous parler, le premier tricot que j'ai fini, je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui puisque je l'ai offert. Il s'agissait d'un cadeau que je tricotais pour mon petit frère qui fêtait ses 40 ans. Donc voilà, je lui ai offert, il est ravi. Toutefois, je vais vous insérer ici une petite vidéo et quelques photos pour vous montrer le rendu final. Il s'agit donc d'un col, un col que j'ai tricoté en 2 couleurs, dans 2 points un peu, on va dire, très confortables pour la saison d'hiver qui va venir, en tout cas au moins pour la saison automnale. J'ai tricoté un tube tout simple en commençant par le bas et en remontant vers le haut. J'ai fait, alors juste je vais vous donner quelques indications quand même en termes de construction. J'ai fait, donc c'est un modèle personnel, hein, je n'ai pas suivi de patron, j'ai créé spécialement ce modèle pour mon petit frère. Donc vous avez d'abord un montage élastique, j'ai procédé à un German Twisted Cast On dans le premier coloris, puis j'ai monté une première bande de côte dans une côte un peu particulière parce que je voulais un effet un peu rebondissant, un peu douillet, un peu plus épais qu'une côte normale, donc il s'agit des côtes du pêcheur. Ça a l'avantage d'avoir un rendu, je trouve, un peu plus régulier que des côtes 1-1. Et tout en maintenant, vous allez voir, ensuite j'ai enchaîné la partie, on va dire, corps du col dans une texture qui est aussi un peu épaisse. Et je voulais garder la même épaisseur entre les côtes et le corps du col. Donc cette partie texturée, c'est une partie texturée bicolore qui est travaillée selon la technique de tricot mosaïque ou de maille glissée. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec les 2 couleurs, c'est-à-dire la blanche et la bleue, et j'ai fait un système de rayures de 2 sur lesquelles on va glisser des mailles pour faire remonter une couleur par-dessus l'autre, qui donne ce travail de couleur. Et en même temps, dans ce point-là particulièrement, j'ai alterné des mailles en droit et des mailles en vert pour avoir un effet poinderie, ce qui donne un peu un style de poinderie bicolore. Ensuite, quand j'ai terminé cette hauteur du corps du col, j'ai fait une nouvelle bande de côtes, à nouveau avec les côtes du pêcheur, mais dans le deuxième coloris, c'est-à-dire le coloris bleu. Et j'ai choisi de faire un rabat, tout ce qu'il y a de plus classique, un rabat simple en maille en droit, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas besoin d'avoir plus d'élasticité. Au contraire, ça risquait d'ouvrir un peu trop la fin du bord-côte et de lui enlever un peu de tenue et de régularité et d'avoir une finition qui ne soit pas très jolie. Donc j'ai fait un rabat tout ce qui est plus simple en le faisant de manière souple pour pas trop serrer. Et la tête passe largement puisque j'avais bien mesuré au départ le nombre de mailles nécessaires pour que la tête puisse passer.
Voilà, juste pour rappel, les laines que j'ai utilisées, d'ailleurs il m'en reste, je vais vous les montrer. Il s'agit de la qualité Mérisport de Madeleine et Philibert. Je vais vous sortir les petites étiquettes. Voilà. Madeleine et Philibert en Mérisport. Donc comme son nom l'indique, c'est une qualité, une épaisseur sport, 100% Mérino Superwash, 100 grammes, vous avez 262 mètres environ. Donc j'ai travaillé avec deux coloris, le coloris Francfort qui est donc ce joli blanc gris chiné. Et, enfin pas chiné, c'est des petits speckles en fait, hein, on retrouve, des petits speckles bleus, des petits speckles gris qu'on retrouve dans la laine. Et je trouve qu'il se mariait parfaitement avec le coloris Brest que j'avais repéré déjà depuis un moment et que j'avais très envie d'essayer. Voilà. Il faut savoir que comme c'est de la Mérino Superwash, c'est d'ailleurs très longtemps que j'en avais pas tricoté, la laine va se détendre. C'est une laine qui est élastique, elle va se détendre au moment du blocage et au moment du lavage. Donc il faut faire très attention à bien ne pas étirer sa fibre au moment du blocage. Et en même temps, c'est aussi pour ça que j'ai fait un rabat qui se tient un petit peu mieux sur les côtes plutôt que d'avoir choisi un rabat élastique. C'est aussi pour cette raison. Alors comme vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Il m'en reste plus que la moitié. Donc j'ai demandé à mon frère s'il était intéressé que je lui fasse un petit bonnet assorti. Il m'a dit oui, bien entendu. Donc voilà, je vais lui réaliser un petit bonnet sur les mêmes cotes que celui du col. Et alors comme vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé si j'avais l'intention de rédiger les instructions de ce modèle, je pense en effet que je vais, en même temps que je vais construire le bonnet, je vais prendre des notes et faire en sorte de rédiger un patron qui proposera le combo bonnet et col en même temps. Et j'espère pouvoir vous le proposer d'ici l'automne-hiver 2020-2021. Voilà, on croise les doigts pour que ce soit possible et que ça puisse rentrer dans mon emploi du temps de création. Je crois que j'ai tout dit pour ce qui concerne donc ce cadeau, ce premier objet terminé et ce cadeau que j'ai offert à mon petit frère. L'autre ouvrage terminé, je le porte. Donc je l'ai terminé juste avant de partir en vacances. D'ailleurs, je vous l'ai présenté déjà dans l'épisode précédent en tant que travail en cours. Il était quasiment fini et je voulais vraiment le mettre dans mes valises. Je l'ai d'ailleurs beaucoup porté. Tout ça pour vous dire qu'il s'agit d'un modèle qui n'est pas de moi puisqu'il s'agit du modèle Dolce Seta de Lucille Atelier Design. Je l'ai tricoté dans un cadre un peu particulier puisqu'il s'agit d'un knit-along, d'un cal que nous avons organisé Lucille, Anna de la boutique Lanae à Grenoble et moi pour vous inciter à tricoter des fibres estivales pendant toute la période. Donc c'était juin, juillet et août. Le cal n'est pas terminé, il se clôture le 31 août, donc vous pouvez toujours venir participer, c'est simple, il suffit simplement de choisir parmi les 6 modèles de tricot que nous vous proposons Lucille et moi, donc 3 designs de Lucille et 3 designs de moi, qui sont des designs estivaux, qui sont parfaits pour être tricotés dans des fibres végétales ou en tout cas ou également dans de la soie. Voilà, donc rejoignez-nous, c'est tout à fait possible de venir participer. Il vous reste encore quelques jours, il suffit simplement de faire votre montage. Et pour vous accompagner également dans le cal, Anna avait proposé un petit cadeau au moment de l'inscription, c'est-à-dire si vous choisissiez une des laines qu'elle propose, enfin un des fils pardon qu'elle propose dans sa boutique, elle vous faisait une remise sur votre commande. Donc c'est toujours le cas. C'est tout ça pour vous encourager à tricoter soit du lin, soit du chanvre, soit du coton, soit de la soie. Donc voilà, ça vous laisse vraiment la possibilité de découvrir toutes ces belles qualités qu'on aime bien tricoter quand il fait très chaud. Le modèle Dolce Seta, c'est un modèle de cardigan qui est assez polyvalent puisqu'il propose plusieurs options, notamment la longueur de manche. Vous pouvez choisir la longueur de manche, soit en manche courte, donc avec une petite manchette qui fait très jolie, qui vous permet d'avoir un petit top boutonné. Vous allez voir, je vais me lever, je vais vous montrer. Ou alors d'avoir des manches longues pour avoir un format vraiment cardigan, c'est-à-dire gilet.
J'ai fait le choix, moi, de le tricoter dans le fil qui était recommandé par le patron, qui est le fil en bourrette de soie que propose BC Garn, qui s'appelle la Soft Silk. Je l'ai tricoté dans le coloris rose saumon, qui est donc le numéro 28 voilà, de la marque BC Garn. C'est le fil également qui était proposé dans le cadre du kit que proposait, je pense qu'il le propose toujours, Lucille et Lanae. Voilà, elles avaient fait un kit spécial où elles proposaient à la fois le fil, le patron et les boutons d'Atelier Camelire pour pouvoir réaliser le modèle. Je vais me lever un petit peu, que vous puissiez voir donc voilà le modèle un peu plus. Je vous mettrai aussi donc des photos. Vous voyez, c'est un modèle qui est boutonné sur le devant, qui a une encolure V à la fois sur l'avant, mais également une légère encolure V dans le dos, ce qui permet aussi de porter le modèle aussi bien recto que verso. Voilà, vous avez la possibilité d'inverser et de mettre le boutonnage dans le dos, ce qui donne un effet aussi très élégant. J'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore porté comme ça, mais je trouve que ça fait très joli quand on le porte fermé, de mettre les boutons dans le dos. Changement, les modifications que j'ai fait moi pour tricoter ce modèle. Tout d'abord, j'ai changé le numéro d'aiguille parce que j'ai tendance à tricoter plus large que Lucille, et pour obtenir le bon échantillon, je l'ai tricoté en 3,5 au lieu du diamètre numéro 4 qui est recommandé. J'ai ensuite raccourci la hauteur du gilet. Voilà, parce que moi j'aime bien porter mes vêtements, mes pulls pas trop longs. Ça ne me convient pas, je trouve que ça me rapétisse. J'ai déjà des petites jambes, donc si je porte des formats longs, ça ne fonctionne pas. Et l'autre chose, c'est que j'ai fait un format de manche ni long ni court, mais 3/4. Voilà, ce qui m'a permis d'utiliser les deux sèche-chevaux dans ma taille, donc qui est j'ai tricoté je crois la 2e taille, enfin je sais plus, je vous mettrai tout ça de toute façon correctement en bas dans la barre d'infos et sur mon projet Ravelry. Donc ça m'a permis d'utiliser les deux écheveaux que j'avais dédiés à ce projet. Il me reste vraiment pas grand chose du tout, donc je suis très contente. Je l'ai beaucoup porté dans les Pyrénées parce que comme j'étais un peu en altitude, et ben, j'ai apprécié d'avoir quelque chose qui me réchauffe un peu sans me donner l'impression d'avoir cette sensation de lourdeur ou de trop grosse chaleur pendant l'été. J'aime vraiment de plus en plus porter mes gilets et mes pulls en fibre végétale pendant cette saison. Je m'étais déjà fait un gilet vitamine D en lin, j'adore vraiment. Donc je crois que vraiment je vais veiller à ce qu'il y ait des belles pièces en fibre végétale dans ma garde-robe printemps-été. Je crois que c'est tout bon sur ce que je voulais dire sur ces deux projets perso que j'ai terminés. Il me reste à vous présenter un autre projet terminé, mais qui cette fois-ci est un projet pour ma marque Mademoiselle Petroni. Et voilà, mon dernier objet terminé. Il s'agit donc d'un design de Mademoiselle Petroni. Un petit béret, un petit accessoire que j'aime beaucoup tricoter, que j'ai déjà d'ailleurs réalisé. J'ai déjà fait un modèle de béret de cette forme-là. C'est aussi un modèle que j'aime beaucoup porter, hein, ce qui explique que j'ai plus tendance à porter des bérets que des bonnets. La construction est par contre un peu différente. Je vous expliquerai ça un peu plus en détail, je pense, au moment de la sortie du béret. Il est actuellement en test, voilà, et voilà, je préfère, il est prévu, sa sortie est prévue pour avant fin septembre, et je vous parlerai plus en détail voilà, des éléments du design, mais surtout de la construction qui est un peu particulière. Toutefois, je vais vous parler aujourd'hui de l'origine de ce projet, son origine est le fruit d'une rencontre que j'ai faite avec Coty, qui est la créatrice de la marque Nomadnos Yarn, qui est une marque de laine qui provient de Mongolie et du Népal, mais dans une démarche totalement éthique, éco-responsable et équitable. Et je voulais vraiment vous en parler car c'est une belle rencontre que j'ai faite il y a à peu près 1 an maintenant, lors du dernier anniversaire de Lanae Tricot, la boutique à Grenoble. Coty était venue présenter ses laines, et notamment une vidéo où elle a
donnait toutes les informations sur le processus de la marque et les raisons pour lesquelles elle a présenté, en tout cas les raisons pour lesquelles elle s'était lancée dans cette marque Nomadnos. Rapidement, je vais essayer de vous expliquer un petit peu la démarche de Coty Geronimos, mais je vais également vous mettre un lien dans les notes vers le site internet de Nomadnos où vous avez des explications un peu plus détaillées de la démarche de cette marque. Vous pourrez aussi retrouver, je crois qu'elle a fait quelques interviews pour le podcast anglais. Le podcast en anglais, mais qui est un podcast allemand de Fruity Knitting, qui parle, voilà, elle a fait des interviews avec eux où elle présente encore mieux le projet. Moi, ce qui m'a touchée, c'est que c'est un projet qui vise à maintenir le nomadisme et l'activité, toute la culture, l'activité économique et la culture autour du nomadisme dans les régions de Mongolie et du Népal. Il faut savoir que ça devient très difficile pour les hommes qui élèvent des troupeaux de façon nomade dans ces régions-là, puisqu'ils ont du mal à fonder leur famille. Donc du coup, s'ils ne fondent pas de famille, ils n'auront jamais d'enfants pour prendre la relève et perpétuer cette tradition qui remonte à plusieurs siècles. Coty a quant à elle travaillé dans la mode pendant très longtemps et était absolument affligée des conditions de fabrication de la mode selon les critères de la fast fashion. Elle en a eu vraiment marre et elle s'est décidée à lancer un projet qui prenne vraiment en compte les conditions de travail et de rémunération des acteurs de la filière textile. Dans le cas de Nomadnos, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle a agi au niveau des femmes. Elle leur a démontré qu'il était possible d'avoir une activité économique auprès de leur mari qui élève leur troupeau de façon nomade et d'avoir un revenu équitable en échange de cette activité. Ce qui permet donc de maintenir cette activité nomade qui est à la fois importante au niveau économique, culturel, mais aussi environnemental, puisque le rôle des nomades dans ces régions-là permet de maintenir aussi un équilibre au niveau environnemental et paysager. Donc, ce qui se passe concrètement, Coty encourage les femmes à participer à la filière laine des troupeaux, en s'investissant dans la récolte des fibres, dans le nettoyage des fibres, dans le filage également de la fibre pour nous donner ces magnifiques fils. C'est pour ça notamment que vous pouvez trouver sur les étiquettes des écheveaux de Nomadnos une photo de la personne qui a filé de manière artisanale et à la main, c'est-à-dire au rouet, les écheveaux que vous achetez chez Nomadnos. Toute la filière est locale, c'est-à-dire qu'elle veille à ce que de la récolte jusqu'à la teinture, ce soit des activités qui ont lieu sur place, donc soit en Mongolie, soit en Népal. Elle agit sur deux types de fibres en particulier, le yak et le chameau. Voilà, mais je vous invite vraiment à aller voir la boutique. Elle travaille aussi une autre fibre, mais qui elle est plus européenne. Mais je vous invite vraiment à aller voir la boutique en ligne. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations, le lien d'accès à son site en barre d'infos, comme évoqué avant. J'ai choisi moi de tricoter la laine, la qualité yak, qui s'appelle la High Mountain Yak, qui est 100% pur yak filé à la main. Je la trouve absolument divine. Ça permet, comme c'est une laine en plus qui est écologique, qui n'est pas écologique, qui n'est pas traitée. Elle n'a pas le label GOATS pour pouvoir vraiment bénéficier d'un label écologique, mais en tout cas c'est une laine naturelle, non traitée, teinte dans des conditions respectueuses de l'environnement, et ce qui donne un fil absolument délicieux. Voilà, je vous le montre. Donc c'est un fil fingering, voire light fingering, mais tout en étant un fil light fingering, c'est un fil qui gonfle énormément. Ensuite, lorsqu'on le bloque, vous voyez qu'il est filé main parce qu'il y a quelques irrégularités, mais honnêtement, c'est d'une qualité incroyable. Voilà, c'est un filage absolument régulier. D'ailleurs, il y a une démarche qualité au niveau de la vérification du filage de la part de la marque.
j'ai rencontré Coty, elle m'a proposé de réaliser un design pour Nomadnos. Et moi, j'étais déjà dans un planning assez chargé pour cette année. Je lui ai dit, bah écoute, moi je pourrais essayer de te proposer de faire un design plutôt d'accessoires. Et elle était ravie, parce qu'elle s'est dit, c'est exactement ce que je recherche, vu que mes laines sont très luxueuses. Elles sont luxueuses tout simplement parce que il faut rémunérer justement toutes les personnes le long de la chaîne de fabrication, ce qui fait que forcément, à la fin, c'est un prix juste, c'est un prix réel de l'activité qui est prise en compte de chacun qui travaille sur cette filière textile. Alors évidemment, c'est vrai, ça se ressent au niveau du prix de vente. Le prix de vente est beaucoup plus élevé qu'un écheveau, même un écheveau de teinturière indépendante. C'est encore, voilà, c'est une laine luxueuse, il faut le savoir. L'écheveau fait 50 grammes. Je recherche les informations. Voilà, 50 grammes pour environ 265 mètres. Donc c'est pour ça que je dis que c'est plutôt une light fingering plus qu'une fingering, mais qui est gonflante. Donc voilà, il faut voir un petit peu après au niveau de l'échantillon comment ça se passe. Cet écheveau de 50 grammes coûte environ 30 euros. Voilà, pour vous donner une idée, c'est un budget, c'est pas rien, on était tout à fait consciente, Coty en est tout à fait consciente, c'est pas forcément accessible à toutes les bourses. C'est pour ça que proposer un design de petit objet permet peut-être à un plus grand nombre de pouvoir s'offrir cette laine exceptionnelle. En effet, j'ai veillé à ce que, donc j'ai décliné ce patron en 3 tailles adultes et j'ai veillé qu'elles se rendent toutes les trois, enfin qu'on puisse utiliser un seul écheveau pour tricoter le béret. C'est un modèle qui sera tricoté en fil tenu en double. Voilà, c'est pour ça que j'ai deux petites pelotes. J'ai divisé mon écheveau en 2 petites pelotes et il est tricoté tenu en double pour avoir un échantillon qui se rapproche plus d'un échantillon DK, de sport DK. Là, je suis en train de prototyper un deuxième béret dans la taille au-dessus de celui-ci. D'ailleurs, je vais vous le passer pour vous montrer un peu le rendu. Voilà, et comment j'aime bien porter ces petits bérets. Ça vous donne une idée, voilà, un peu plus de la texture que j'ai utilisée sur ce design-là. J'adore ce coloris, c'est un coloris qui est vraiment, alors je crois qu'il s'appelle Black Velvet, je ne vais pas dire de bêtises, non Velvet Cake, n'importe quoi, Velvet Cake, et je le trouve très beau parce que comme il est teint sur une base qui est déjà foncée, il faut savoir que la laine de yak est une laine foncée, presque brune, et donc voilà, il capte la lumière d'une manière assez incroyable, il est parfois beaucoup plus brun, parfois beaucoup plus violine, parfois plus bordeaux. Enfin voilà, il y a une vraie nuance dans le coloris que j'aime beaucoup. Une vraie profondeur. De toute façon, tous les coloris dans cette qualité High Mountain, donc chaque saison, elle travaille sur une nouvelle gamme de couleurs. Pour cette saison, c'est vraiment des couleurs très profondes, très denses, puisque la base étant foncée, ça va forcément donner des coloris assez profond. Voilà pour mon petit béret que j'ai appelé Ginette. C'est un design que j'ai appelé Ginette en hommage à Ginette Leclerc. Vous savez que j'aime bien donner des prénoms de personnalités soit du cinéma, soit des artistes de la première moitié du XXe siècle. Et là, il s'agit de Ginette Leclerc qui était une actrice française. Voilà, je me disais que c'était à propos de donner un prénom français à ce modèle pour un petit clin d'œil au béret français. Je crois que j'ai terminé concernant les ouvrages finis. Je vais pouvoir aborder maintenant ce qu'il y a sur mes aiguilles et mes projets en cours. Un seul vrai projet en cours sur mes aiguilles en ce moment. Je vous parle juste rapidement du deuxième qui est un petit peu en stand-by, que j'ai pas beaucoup avancé. Je l'avais pris avec moi pendant les vacances et je pensais que j'allais l'avancer plus que ça. Il s'agit de ma paire de chaussettes. Mais vous voyez, voilà, j'ai eu le temps de faire juste le petit talon en rang raccourci. J'ai vraiment pas beaucoup avancé. Donc je vous en parlerai à une autre occasion. Mais ouais, c'est un en cours du moment. L'autre en cours, plus conséquent, il est derrière moi. Il est là. Je vous en avais parlé déjà la dernière fois. C'est un prochain design également. Il s'agit d'un pull que oui, alors là, on ne voit pas que c'est un pull, hein, puisqu'il manque les manches. Je dis bien que c'est un en cours. Il n'est pas... voilà, j'en suis au moment où il faut que je reprenne les mailles des manches pour tricoter les manches. C'est un pull
qui va donc comporter un motif en jacquard, comme vous pouvez le voir. Je vous ai expliqué un petit peu dans le numéro précédent que ce motif est inspiré à nouveau du folklore tchèque, et plus particulièrement de la région de Bohême. Mais cette fois-ci, j'ai voulu vraiment travailler des motifs géométriques, puisque dans le jacquard c'est quand même plus facile et plus moderne à appréhender, en sachant que c'est pas évident, puisque dans la tradition et notamment dans le folklore et les vêtements tchèques, on va plutôt trouver et de Bohême, hein, c'est pas pour rien, on va surtout trouver des motifs fleuris, des motifs floraux, beaucoup de fleurs. Et donc pour trouver des motifs géométriques, il a fallu plutôt que je me tourne vers le linge de maison. Et voilà, j'avais souvenir de nappes, de draps avec des bordures, des festons, des rubans avec des motifs plus géométriques. Et moi, je me suis inspirée, je vous avais montré également, d'un petit marque-page en tissu brodé que ma maman m'avait ramené de République tchèque et avec voilà, des losanges, énormément composés de losanges. Donc je suis repartie de cette base de losanges pour constituer ce motif jacquard. Vous les retrouvez, voilà, il y a des petits losanges, des losanges pleins, des losanges vides. Voilà, et tout est une construction, une accumulation de losanges. Ma contrainte, et j'adore travailler avec des contraintes parce qu'il paraît que ça permet de stimuler la créativité. Je crois que c'est vrai, vraiment il y a quelque chose de fort quand on a une contrainte. C'est mon choix de laine. J'avais craqué maintenant il y a plus d'un an lors d'une petite knit-it, donc une petite rencontre du knit-it à Lyon, sur des écheveaux que proposait Angélique de The Woolly Skin. J'adorais, vraiment j'ai flashé sur les coloris et surtout ce qui m'a plu, c'est que c'est un mérino non traité de filière française. Et là je me suis dit waouh, génial, ça va me permettre d'envisager un design, et comme j'aime beaucoup travailler avec des laines le moins traitées possible, et encore plus si elles viennent de filière française, je me suis dit allez, je me lance, je te prends des écheveaux. Et j'ai pris un peu au hasard, je me suis dit je vais prendre 2 écheveaux d'un coloris et un autre d'un coloris contrastant. Donc j'avais comme contrainte d'avoir un certain métrage, mais surtout d'avoir en coloris principal 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire 2 tiers de coloris principal pour 1 tiers de coloris contrastant. Sauf que souvent quand on réfléchit et qu'on tricote même un design de jacquard, le coloris contrastant on en a besoin de beaucoup plus. On a besoin d'un pourcentage de coloris principal beaucoup plus important que du coloris contrastant. Sauf bien sûr si on fait du jacquard sur l'intégralité du design. C'est pas du tout mon souhait pour cette fois-ci, donc je me suis dit il va quand même falloir que tu répartisses comme il faut tes 2 couleurs pour pouvoir être sûr d'utiliser tout ton métrage disponible et finir ton pull. C'est-à-dire que ce soit pas un pull qui se retrouve sans manches, ou que ce soit un pull qui soit voilà, mal enchaîné au niveau des couleurs, et ça a été vraiment un défi pour moi. Ce qui explique que j'ai fait ce choix-là, notamment sur le corps. Je vais essayer d'approcher un petit peu plus le mannequin. C'est finalement de faire un color block, un faux color block, c'est-à-dire de travailler les 2 couleurs avec une partie couleur claire sur le haut, une partie couleur foncée sur le bas, et de travailler le jacquard au milieu, ce qui est quand même assez osé, parce que c'est pas évident, c'est essayer de trouver au bon endroit pour que ça ne soit pas non plus complètement totalement sur la poitrine ou totalement sur le ventre, et de le travailler en transition, c'est-à-dire de travailler un jacquard qui va être très léger au départ, qui va s'intensifier et qui va venir courir tout doucement vers la couleur plus foncée. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je suis à peu près arrivée à ce que j'avais envie, en sachant que c'est un pull de forme boxy. Il y aura beaucoup d'ampleur, hein, entre 25 et 30 cm d'ampleur pour chaque taille. Là j'ai commencé à grader, je pense qu'il y aura 10 tailles. Je vais essayer de faire vraiment un modèle le plus inclusif possible, de la taille XS à 5XL à peu près, ça va être ça, il y aura une dizaine de tailles. Et il faut savoir que si vous pouvez tout à fait, c'est une version cropped, donc alors pas complètement courte, vous voyez, elle n'arrive pas non plus en dessous de la poitrine, hein, elle arrive juste en dessous du nombril, mais il est toujours possible d'allonger le corps. Mais là, ce que je vais noter, je pense, dans les éléments du design, c'est qu'il est important de répartir l'augmentation du corps aussi bien sous la couleur A que sous la couleur B, c'est-à-dire veiller à attaquer peut-être le motif un peu plus bas en faisant un petit peu plus de coloris A en jersey,
Et pareil, ensuite, rallonger en faisant un petit peu plus de coloris, mais pas allonger que sur le deuxième coloris. Vraiment répartir entre les deux pour garder justement cette bande centrale et une bonne transition entre les deux couleurs. Et puis aussi pour pas avoir des soucis au niveau métrage de laine. Voilà, donc que dire d'autre, c'est une forme boxy, vous avez le jacquard qui tourne tout au long du pull. C'est un pull en fingering, c'est une laine, donc j'ai pas donné la qualité, je vais vous redire, c'est la qualité Ori de The Willy Skin, 100% laine non traitée, 100% française, et c'est un mélange de mérino romane. Les deux coloris, j'ai retrouvé les noms. La dernière fois j'avais dit que je n'avais pas trouvé les noms sur les étiquettes, mais cette fois-ci j'ai retrouvé les noms sur les étiquettes. Vous avez Poutou et Boudiou. Il ne faut pas dire de bêtises. Voilà, donc Poutou pour le coloris rose et le Boudiou pour le coloris cuivré. J'adore, vraiment, je suis complètement fan de ces deux couleurs. C'est un fil rustique, c'est-à-dire, mais comme c'est du mérino, c'est doux. Voilà, faut dire. Et honnêtement, au fur et à mesure qu'on lave, là je l'ai bloqué une première fois pour voir justement le rendu du jacquard et voir comment il se positionnait en termes de taille. Et vraiment, il va s'adoucir au fur et à mesure des lavages sans problème. J'ai terminé le corps avec une petite bande de côte fantaisie. Je vous présenterai ça au moment de la sortie. La même qu'on retrouve ici au niveau de l'encolure. C'est une encolure qui est pour moi assez près du cou. Parce que comme c'est un modèle que je veux proposer pour l'automne, il était évident, même si c'est un pull en fingering, ça reste quand même du jacquard, c'est une laine non traitée, donc ça va être un pull bien chaud. Et donc je voulais pas avoir un décolleté trop grand pour cette saison-là. Il me reste donc à tricoter les manches. Les manches vont être principalement dans le coloris rose et avec une reprise du motif du jacquard, mais pas en entier. Voilà, ce seront des manches longues. Alors, moi j'aime bien les manches longues pour les pulls bien chaud de saison automne-hiver. Je crois que j'ai tout dit sur ce nouveau design. Simplement peut-être vous dire que c'est un design que je propose de tricoter avec 3 tailles d'aiguilles différentes, ne serait-ce que déjà pour le corps. Puisque si vous êtes comme moi et que vous avez une différence entre la partie tricotée à plat, la partie tricotée en circulaire et la partie jacquard, il va falloir varier avec des quarts de diamètre d'aiguille. Moi j'ai tricoté la partie à plat en numéro 3, la partie du jersey circulaire en numéro 3,25, la partie de jacquard en 3,5 et les côtes en 3,25. Pour vous dire vraiment que l'important c'est de maintenir son échantillon tout le long. Je vais d'ailleurs, je pense, proposer dans le patron de réaliser plusieurs échantillons, aussi bien pour le jersey à plat, le motif de jacquard en rond et les petites côtes qui sont aussi des petites côtes qui donnent un effet assez à plat. L'idée n'est pas du tout de resserrer le design en bas, c'était pas du tout la volonté. Ce sont des côtes qui permettent d'éviter le roulotage. Il faut savoir souvent qu'on termine le bas d'un corps avec des petites côtes ou avec un autre point que du jersey pour éviter qu'il roulotte. C'est pas forcément l'envie de resserrer en bas. Donc il y a pas, c'est pas des côtes élastiques du tout, c'est des côtes de finition. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour l'instant sur ce projet en cours. Je vous en parlerai bien sûr plus longuement dans le détail, notamment sur la construction au moment de la sortie. Si tout se passe bien, voilà, j'espère le sortir avant le 15 novembre. Et voilà. Pour ce qui concerne mes en cours, je crois pas que j'ai d'autres... Non, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce moment. J'ai très hâte de mettre de nouvelles choses, mais pour l'instant... il faut terminer cette bête-là. Avant de vous quitter, une dernière partie dans ce numéro de podcast, mes acquisitions laineuses. Lors de mon séjour de vacances dans les Pyrénées, j'ai eu la chance de passer en Ariège et particulièrement j'ai été invitée dans un petit village qui s'appelle Miclo, qui se trouve à peu près à 20 minutes de Tarascon-sur-Ariège. Et bien entendu, qui dit Tarascon-sur-Ariège, dit visite incontournable de la boutique Un Instant Chez Moi d'Aurélie. Voilà, Aurélie c'est Atalante09 sur Instagram si vous voulez la retrouver.
Elle a également donc une boutique en ligne. Je vous mettrai en bas dans les notes d'infos l'adresse du site internet et de sa boutique en ligne où vous pouvez découvrir toute l'offre de sa mercerie. C'est vraiment une mercerie complète. Il y a à la fois donc tout un volet tissu et mercerie, mais également une grande offre en laine. Et notamment, il y a beaucoup de marques industrielles de très bonne qualité et avec un choix foisonnant de différentes qualités pour toutes les bourses. C'est vraiment une boutique très intéressante pour ça. Moi, j'y suis allée pour un petit endroit, un petit corner dans sa boutique qui est dédié aux laines ariégeoises parce que j'avais vraiment envie de voir ce qui il était possible de tricoter avec des laines françaises locales. Et j'ai été super bien accueillie par Aurélie, d'autant plus que je n'avais pas du tout averti de ma venue. Elle a été absolument adorable, elle a pris le temps de bien tout m'expliquer, les différentes références qu'elle avait de laine ariégeoise dans sa boutique. C'est des laines que vous pouvez également retrouver en ligne, dans la limite des stocks disponibles, puisque comme ce sont des laines locales de pays, forcément les quantités ne sont pas des quantités industrielles. Je vais vous parler des 4 marques dont qu'elle m'a présentées. Après, vraiment, le mieux, c'est quand même d'aller sur son site internet pour avoir des éléments, pour avoir les liens aussi vers les lieux et les marques qui produisent ces laines. Les laines paysannes, qui sont réalisées à partir des brebis d'Ariège, donc c'est un mélange de plusieurs troupeaux. La filière, donc l'entreprise et la boutique est implantée en Ariège, à peu près pareil, il y a une trentaine de minutes de Tarascon-sur-Ariège en direction de Toulouse. Et j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller visiter, j'avais très envie d'aller les voir, mais c'était pas possible cette fois-ci, donc j'espère pouvoir le faire une prochaine fois. Ils ont notamment une super boutique ambulante. Voilà, j'avais très envie de discuter avec eux, mais j'espère pouvoir le faire bientôt. C'est toutes les étapes de la filière de cette marque-là et sont entièrement made in France. Voilà, tout est fait et fabriqué en France. Du lavage, au tri des toisons, le filage, voilà, tout est réalisé dans plusieurs endroits français. C'est pareil, ils expliquent très bien sur leur site internet leur filière. L'autre marque, c'est la ferme de Saladou, qui est alors là vraiment pareil, implantée très proche de là où est la boutique d'Aurélie. Et là, c'est intéressant parce que ce sont des brebis mérinos. Et lui produit du fil entièrement que d'un seul troupeau, de son troupeau. Il ne mélange pas les différentes toisons de plusieurs troupeaux, c'est uniquement les toisons qui sont envoyées en pareil dans des filatures françaises et il propose à la vente des fils qui viennent uniquement de son troupeau. Le Snowdapool, troisième marque, petite dernière, qui est une marque autour d'une association, pareil, qui veut valoriser un type de laine, donc les brebis Hampshire. Oh, j'aurais adoré aussi acquérir ces pelotes-là, mais voilà, il faut faire des choix une prochaine fois. Et enfin, le fil de la filature de Nio. Alors la filature de Nio est à mi-parcours entre Tarascon-sur-Ariège et le village où j'étais, donc Miclo. On entend un petit peu dans les montagnes ariégeoises. C'est une filature qui est en reconstruction. Ils ont gardé pour l'instant leur activité de lavage des toisons, donc ça, ils continuent à le faire sur place. Ils ont donc fait un financement participatif pour remettre aux normes les machines et pouvoir filer à nouveau. Donc la filature de Nio va remettre en marche son filage. Pour l'instant, il propose une petite quantité de laine, donc il y avait quelques écheveaux des laines qu'ils font filer en France également, dans d'autres filatures françaises. Mais ça reste également de la laine ariégeoise. Voilà, moi je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc j'ai choisi 2 fils. Tout d'abord, la qualité de chez Laine Paysanne, leur fil le plus fin. Voilà, je vous montre l'étiquette. J'ai été séduite par l'idée d'avoir une laine française qui ait cette qualité de finesse de fil. C'est assez rare de trouver des laines de filière française qui aient cette qualité
presque lace en fait, light fingering, mais vraiment très fine, puisqu'on obtient 600 mètres pour 100 grammes. C'est une qualité Mérinos romane, hein, exactement comme j'ai utilisé pour faire ce pull là. Donc là, vraiment en plus fine. Elle est écrue, coloris naturels. De toute façon, toutes ces marques proposent essentiellement leur laine dans des coloris naturels. Donc pour les amatrices de teinture, c'est juste génial de pouvoir après s'amuser à faire des expérimentations de teinture. Moi, je vais les utiliser telles quelles, hein. Je vais garder la qualité, la couleur naturelle. Je pense que ce fil-là, je vais le dédier à un design de châle. Voilà, j'ai très envie d'envisager de la dentelle, je sais pas, on verra. Et en même temps, pourquoi pas l'associer avec un mohair, notamment avec un mohair ariégeois aussi, que j'ai déjà eu la chance de travailler puisqu'il s'agit des bergers cathares, je sais pas si vous connaissez. Et aussi, voilà, ça me permettrait de faire un petit clin d'œil très local dans ce design-là. Voilà pour le premier. Les autres sèche-chevaux dont j'ai fait l'acquisition, il s'agit de la même qualité mais pas de la même taille de fil. Donc c'est le fil du Saladou dont je vous parlais plus tôt. Et regardez-moi cette couleur, c'est une couleur naturelle. Mais il a travaillé en fonction avec ses différentes toisons de ses différentes brebis pour obtenir ce joli chiné naturel de plusieurs coloris, à la fois écru, brun, un peu plus beige, gris, enfin voilà, j'adore. Et ce qui donne, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, il y a un effet tweedé à cette laine et moi j'adore ça. Ça me fait vraiment penser à de la Donegal. On va dire allez, allons-y, c'est de la Donegal ariégeoise, non je rigole. Mais voilà, ça fait vraiment penser à cet effet-là. Et voilà, j'ai vraiment eu envie d'acquérir ces écheveaux-là. Donc là, c'est la version de fil. Celle-ci, c'est la version de fil. Donc c'est-à-dire 250 mètres pour 100 grammes. C'est plutôt une Decay. Voilà, c'est une DK. Et j'ai pris la même chose mais en version Aran Bulky, c'est-à-dire en 4 fils. Là on a, donc c'est le double de ça, hein, pour vous donner une idée. Et ça, vous obtenez 125 mètres pour 100 grammes. J'ai 3 écheveaux de cette qualité-là et un écheveau celle-ci. C'est ce qui lui restait, je lui ai tout pris. Je dis là, je peux pas laisser passer ça, je lui ai tout pris. Et je pense que je vais quand même essayer de faire un design de pull avec, en sachant que celle-ci, il suffit juste de lui rajouter un petit fil mohair pour rattraper l'épaisseur de celle-ci et d'avoir le même échantillon. Voilà, je pense pareil, hop, je me rajoute une petite contrainte, mais qui va peut-être m'aider à faire naître un design grâce à ces contraintes-là. Donc voilà pour mes nouvelles venues dans mon stage, je suis très contente. Et mon petit doigt me dit qu'il va y avoir quand même pas mal de laine française, de filière française en tout cas, des laines naturelles non traitées dans mes prochains designs pour 2021. Je vais vous quitter pour cet épisode, c'en est terminé. Bien sûr, je vous invite, si vous ne connaissez pas encore la chaîne et que vous m'avez découvert, que ça vous a plu, bien sûr, laissez un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Ça permet aussi d'être mieux identifié dans le flow des vidéos YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça vous permettra d'être tenu au courant de toutes les vidéos, en sachant que en général, je tiens une périodicité mensuelle, hein, d'un épisode par mois, que je risque de revenir aussi à un format plus classique sur le prochain épisode, c'est-à-dire un vlog qui retrace un petit peu les étapes, les coulisses de mon quotidien professionnel. Mais ça ne m'empêche pas aussi de temps en temps de revenir sur un format plus classique de podcast créatif pour vous parler de manière plus globale de mon activité tricot. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous. Je vous laisse avec un petit générique de fin et quelques images de montagne, quelques images des Pyrénées, magnifique région dans laquelle j'ai eu la chance d'être en vacances cet été.
Voilà, ça vous donnera peut-être un peu de frais de l'altitude dans cette période très très chaude du mois d'août. Merci infiniment, à très vite et portez-vous bien, faites de belles mailles, à bientôt!